Salut les amis, donc nous revoici en extérieur et puis maintenant avec une météo qui est plus celle de l'été quoi. Alors je viens vous faire une petite vidéo, petite, on sait jamais, enfin je sais quand je démarre, je sais pas quand je m'arrête. Une vidéo pour vous faire un peu un point concernant le vécu maintenant que j'ai depuis plus d'un mois avec les fameuses batteries Pilontech, même on va dire 2 mois. Donc retour d'expérience, tout ça pour vous donner quelques ordres d'idées et de grandeur sur les tensions qu'on constate lorsqu'on veut savoir si les batteries sont chargées ou déchargées. Donc ça c'est le premier point, et puis aussi le comparatif un peu avec ce qu'on peut voir sur la face avant de ces fameuses batteries, où on a 6 LED qui nous signifient le niveau de charge ou de décharge. Alors, tout d'abord, je souhaiterais rappeler à tout le monde qu'il y a eu du changement au niveau des références des batteries Pilontech concernant la version 2,4 kW. Il y a eu pendant une certaine période 2 versions de batterie, donc l'US 2000 B+, et l'US 2000. Donc sachez maintenant, ce que m'avait signalé un abonné de la chaîne, qu'il n'y a plus qu'une seule version, c'est l'US 2000. Donc par contre, toujours faire attention lorsque vous achetez ce type de matériel, si vous n'êtes pas sur l'ancien modèle, parce que la principale différence, ça va être le nombre de cycles charge-décharge autorisés avec l'une et l'autre. Donc, faire attention. Autrement, comme d'habitude, au niveau des fournisseurs, bon, il y a une multitude de fournisseurs sûrs. Celui celui où j'ai acheté mon parc de batteries, à moi, n'est pas des plus fiables. J'en ai eu la confirmation par un abonné. Bon, par contre, il a eu le remboursement de sa commande. C'est l'avantage de passer par eBay et puis de payer par PayPal, hein. C'est qu'on a quand même pas mal de sécurité. Mais par contre, cette personne a fait une commande sur une autre boutique en ligne sur eBay qui, elle, a beaucoup plus de matos et tout. Et là, bon, apparemment, ça se passe très très bien. Avec des prix qui sont légèrement supérieurs. Mais il y a quasiment aucun risque. Donc, ces fameuses batteries. Alors, on va déjà, moi je pense qu'au préalable, on va repasser un peu sur les réglages, sur les onduleurs type WKS, puisque c'est, enfin, WKS ou PIP 4048, alors que ça soit la version ancienne ou maintenant la version dite Evo si c'est si c'est WKS. Alors, ils sont faciles à reconnaître en différence. Il y en a un qui a l'afficheur en haut et l'autre qui a l'afficheur en bas. Celui qui est en bas, c'est les nouvelles versions. Donc, qui ont d'autres avantages au niveau connectivité et au niveau également stockage et archivage des puissances, enfin des valeurs qui avant n'étaient pas possibles dans le matériel lui-même. Alors, on va déjà repasser, balayer vite fait les paramétrages qui sont préconisés par une certaine boutique, dont je ne reparlerai pas. Donc, ils nous disent, au préalable, avant toute installation, il faut ajuster sur votre onduleur ces paramètres-là. Alors, de mémoire, je vais essayer de le récapituler. Le paramètre 2, en fait, c'est un paramètre qui ça va être la puissance, l'intensité de charge que vous autoriserez en sortie d'onduleur pour charger votre batterie. Et ça sera un multiple du nombre de batteries. Si vous avez 4 batteries, ben vous faites 25 x 4 et ça fera 100 ampères qu'il faudra paramétrer sur votre onduleur. Donc si vous en avez qu'une, ça sera 25. Ensuite, le programme 5, le paramètre 5, c'est un paramètre qui vous permet de passer en configuration personnalisée, c'est-à-dire vous êtes plus sûr, vous définissez que c'est une batterie gel ou autre, vous dites je passe en mode config personnalisé, puisque là, le WS tel que WKS et autres, tels qu'ils sont faits, permettent de faire du personnalisé, mais n'ont pas de programme préétabli par rapport à des batteries lithium. Puisqu'ensuite, chaque batterie lithium va avoir aussi peut-être ses propres caractéristiques. Alors donc, quand vous passez en mode user, vous pouvez avoir la main par la suite sur un certain nombre de paramètres. Alors, ce paramètre, il est indépendant. Ils vous le disent de régler le paramètre 12 à 48 volts. Donc, le paramètre 12, c'est en fait le paramètre qui fera que votre onduleur, en fonction du réglage d'un autre paramètre qui n'est pas mentionné là, fera que votre onduleur passera en mode recharge secteur,
mais c'est également un paramètre qui vous activera un relais en sortie si vous avez ce fameux relais que moi je n'ai pas dans ma version commandée en Chine pour passer enfin on va dire pour piloter la réalimentation de l'onduleur ou pas. Enfin un relais voilà qui sert à deux fonctions. Il sert à avoir un contact sec en sortie qui sert à ça, ou alors à la mise à la terre du neutre en mode autonome. Il y a une de ces deux possibilités. Le paramètre 13, c'est qu'une fois que vous avez eu le paramètre 12, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en niveau bas de vos batteries et que vous avez activé ce relais, c'est le paramètre qui permettra de déterminer à quel moment vous voulez faire retomber ce relais, cette sortie relais, et donc là, soit l'utiliser en information, soit l'utiliser en pilotage. Ensuite, vous avez le paramètre 26. Alors, c'est ce qu'on appelle la tension flottante, float voltage, je crois. En gros, c'est la tension de charge normale des batteries une fois que les batteries ont terminé d'être chargées. Donc, cette boîte préconise de le régler à 53,2. Comme je l'ai dit, les Allemands, par expérience, avec ces générations d'onduleurs, restent plus modestes et restent sur du 40, que j'ai dit pas, du 52,7 à 52,9. Et ceci dû au fait que ces PIP 4048 ont une réactivité vers le haut et vers le bas assez faible, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une grosse variation de soleil ou il y a une grosse variation de demande de puissance, la adaptation de la régulation MPPT est assez lente, et donc vous allez vous retrouver avec une surtension sur le bus continu, donc 48 volts des batteries momentanées, qui peut mettre les batteries Pilantec en défaut, ou voire même une sous-tension momentanée au niveau du bus qui va obliger à faire travailler vos batteries alors que vous avez suffisamment de soleil pour faire bosser votre système. Donc, à titre perso, ce paramètre, alors vous savez que j'ai un onduleur type IP 4048. J'ai également un autre onduleur, enfin un autre régulateur de charge. Et même j'ai deux régulateurs de charge, il me reste à mettre le deuxième. Sur ces régulateurs qui sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus péchus, on va dire, à s'adapter à la variabilité et à la variation. Je l'ai réglé à 53,2 et sur le PIP 4048, donc WKS 5 kVA, pour ceux qui ont cette marque qui est un peu plus, enfin, maintenant c'est plus connu sous cette référence en France, je suis resté à la valeur préconisée par les Allemands. Tout ça pour pas avoir ce phénomène de surtension et aller taper dans les batteries. Faire de la surtension sur les batteries. Donc, le paramètre 27, en fait, c'est lorsque vous êtes en batterie gel, vous avez la tension flotte de maintien de charge des batteries, et vous avez aussi une période où vous faites une surtension. Donc, sur Wattnodid, il préconise de mettre 53. Je vois pas trop pourquoi. Moi, à partir du moment où ces deux valeurs-là sont identiques, tout est bon. Parce qu'en fait, la régulation de charge des batteries Pilantec n'est pas effectuée à proprement dit par l'onduleur. L'onduleur fait lui-même, envoie une tension et autorise une intensité de charge, mais derrière, chaque batterie Pilantec a son propre dispositif de charge et de contrôle de charge, et d'ailleurs de contrôle de température et contrôle de tension haut et bas, pour se mettre en sécurité ou pas. Ensuite, le dernier paramètre sur ces fameux onduleurs, c'est le paramètre 29. Donc en fait, c'est un paramètre qui mettra votre onduleur WKS en sécurité s'il constate que la tension des batteries est descendue en dessous de ce seuil-là. Donc, on a fait le tour, sachant qu'il y a aussi un autre petit paramètre que vous devrez peut-être gratter. C'est, alors j'ai plus le numéro en tête, mais c'est celui qui correspond à l'alarme, au buzzer. Parce qu'il se trouve, et c'est la raison d'être de cette vidéo, c'est que les batteries Pilantec, au niveau, on va dire, de la plage de tension de charge et décharge, on n'est pas du tout sur les mêmes bases qu'une batterie type gel ou dite gel ou AGM. C'est là où je vais maintenant rentrer dans les détails de ce que j'ai constaté. Donc, quand vous avez réglé votre onduleur WKS correctement et puis que vous chargez vos batteries, vous arrivez forcément à ces tensions, celles-ci si vous respectez les préconisations de Pilantec et également de Wattnodid. Une fois vos batteries chargées, vous verrez sur votre onduleur, vous serez effectivement à cette valeur-là. Par contre, c'est la différence avec les batteries gel,
ou acide. Dès que vous allez commencer à taper dans ces batteries, quasi immédiatement, et que vous allez leur demander 300, 400, 500 watts, vous allez descendre à 49,7 volts. On va dire que c'est 49,7 volts quand vous utilisez vos batteries et non pas quand vous êtes en phase, elles sont chargées, je ne les utilise pas. Car c'est, on va dire, la tension normale, haute, dans la plage d'utilisation. Et ce qu'on constate derrière, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation des batteries, il va y avoir une descente linéaire, assez linéaire somme toute, de niveau de charge. Moi, jusqu'à présent, je suis jamais descendu en dessous de 48,8 volts. Et en fait, je suis jamais descendu en dessous de l'extinction de 3 LED qui correspondent à la charge des charges de vos batteries. Donc, en gros, la plage de tension, si vous voulez savoir si vos batteries sont chargées à bloc lorsque vous les utilisez, et aussi elles commencent sérieusement à être, je dirais, déchargées, et non pas déchargées au point de se mettre en sécurité, très important. Parce que j'ai les docs là, en français, enfin de Pilontech officiel en français, et en fait il m'indique des valeurs un peu différentes, un peu surprenantes aussi. Donc moi je préfère toujours jouer à la sécurité et vous donner des valeurs qui permettront de sécuriser votre système et de pas en arriver par exemple à une mise en défaut de vos batteries parce qu'elles seront descendues en charge trop basse. Alors la mise en défaut de ces batteries, c'est une sécurité, ça ne voudra pas dire qu'elles seront HS, ça veut dire qu'elles se mettent en sécurité pour pas être déchargées dans la zone dans laquelle vous allez on va dire, raccourcir leur durée de vie et voire même les détériorer. Donc, ces valeurs-là, pour moi, sont à peu près bonnes. Je viens d'en parler. Et donc, si vous voulez savoir quelle est la plage de fonctionnement normale de vos batteries lorsque vous tapez dedans, vous êtes en gros sur une plage 48 à 49,7 volts. Et en gros, 49,7 quand vous tapez dedans, ça sera le 100%. Et 48, ça sera, on va pas dire le 0%, mais ce sera le 20%. Voilà. Et ce qu'il y a en dessous, ça sera les 20% de marge de sécurité. Sachant que ces batteries, en gros, je rappelle les données, les caractéristiques, il y a deux chiffres qui circulent. C'est 6000 cycles de charge-décharge à 80% de décharge ou 5000 à 90. Voilà, bon, on voit sans doute que ça doit former quelque chose d'assez linéaire. Alors, autrement, concernant mon quotidien, comment je fonctionne avec ces fameuses batteries. Alors pour l'instant, je suis toujours sur le système, on va dire, de délestage automatisé. Je ne l'ai pas fait évoluer parce que je fais rentrer dans la partie un deuxième régulateur de charge. Et le régulateur, le WKS, ne va servir uniquement que de chargeur par le réseau des batteries et convertisseur de 48 à 220 volts. J'ai acheté un deuxième petit Smart, E-Smart, je crois, E-Smart 3, je me rappelle plus la marque, 60 ampères, donc qui délivre 3000 watts. Et je vais voir un temps exclusivement fonctionner avec ces deux comme régulateurs de charge des batteries parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs. Donc, je vais être dans cette config et je suis en train d'installer tout ça, donc j'ai un peu abandonné le délestage. Et une fois que ce matériel sera installé, je vais repartir sur mon système de délestage. Après, je vous raconterai également les petits problèmes que je rencontre, notamment avec une variation de tension sur la carte Arduino qui me pose des problèmes pour vraiment mesurer la tension des batteries correctement. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces batteries au quotidien? Donc, moi tout de suite, vu que j'ai pas fait le système de délestage, machine à laver, lave-vaisselle, machine à laver, lave-vaisselle et plaque de cuisson ne sont toujours pas sur mon système. Ça, c'est un premier point. Sachant que j'ai fait des essais, je peux dans la journée facilement faire, durant l'été, dans la même journée, une lessive et derrière un lave-vaisselle à la maison. Il n'y a pas, voilà, au niveau des batteries et puis de la capacité de mes panneaux solaires, il n'y a pas de souci. On fait le tourner le tout sans mettre la baraque, sans solliciter les batteries en été. Alors moi, ce que j'ai constaté avant de mettre que ça soit en service, c'est qu'en fait, j'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure où on est comme la journée d'hier, il y a un ensoleillement correct, même si on n'est pas forcément en été.
Et là, en fait, cet ensoleillement correct me permet de passer H24 sur le photovoltaïque en mode autonome. Bien sûr, je vous le rappelle, sans avoir utilisé les deux appareils, enfin les appareils à forte puissance. Pour l'instant, je les ai pas. Je les ai pas connectés, ils sont sur le réseau pour l'instant. Ça, c'est le cas de figure soleil. Soleil normal, même peut-être quelques passages nuageux, il n'y a aucun souci. Et donc, dans ce cas de figure-là, je peux très bien me déconnecter réseau 24 heures sur 24. L'autre cas de figure, qui est celui d'aujourd'hui, qui est déjà une météo typique, on va dire, de la période hivernale. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc là, vous voyez, c'est très très couvert. Donc, ce que je constate, c'est que ce matin, par exemple, j'ai regardé le niveau de charge de mes batteries, j'étais à 50% environ. Donc 50%, ce qui fait 49 volts, un peu 48, 9, 49 volts, et 3 LED d'allumés. Et avec la météo qu'il fait aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre les besoins de la maison, les besoins de la maison, plus les éventuels moments de la journée où j'aurai un peu plus de puissance, toute la journée, mes batteries vont pas être rechargées du tout. Je vais rester sur ce statu quo de 50% de charge. Et c'est ce qui se passera, on va dire, traditionnellement en hiver. Et l'été, comme je vous l'ai dit, par contre, là, mes batteries seront totalement rechargées sur le coup des 13 heures. Vous voyez la différence? En fait, aujourd'hui, quand il fait ce temps-là, il n'y a pas le soleil nécessaire le matin pour les recharger. Donc, vu que j'ai cerné ces deux cas de figure, on va dire un cas fin du printemps, enfin printemps, été, et puis un autre automne-hiver, il y a deux configs et deux fonctionnements différents avec une installation comme la mienne qui n'a que somme toute 4,6 kWh de panneaux solaires. Si vous aviez plus, ça changerait tout. Mais avec 4,6, je suis dans ce contexte-là. Si j'avais 6 kWh de panneaux solaires, donc si j'avais encore 6 panneaux de plus, on va dire, peut-être 6 de plus, ce qui ferait déjà, je suis à 18 panneaux, donc ça en ferait 24. Si j'avais ces panneaux-là, j'aurais un surplus d'énergie et je serais peut-être dans un cas de figure différent avec beaucoup plus de confort l'hiver. Enfin, c'est pas peut-être, c'est certain. Donc, ce cas de figure fait que pour l'instant, en fait, j'ai défini deux modes de fonctionnement et ces deux modes de fonctionnement sont les suivants. Et tout ça géré avec un programmateur horaire. Donc, ce que je fais, c'est qu'en pleine journée, je suis systématiquement en mode autonome. Et je le suis. Alors, c'est même plus compliqué que ça. En fait, je suis en mode autonome de 23h le soir jusqu'à 18h30. Là, je suis batterie solaire. Donc, durant la nuit, je tape dans les batteries, elles étaient à 100%, elles se déchargent. Elles se déchargent jusqu'à environ, là, avec un temps comme aujourd'hui, elles vont se décharger jusqu'à 10h30. Puis à 10h30, le soleil sera un peu plus à la verticale. On va commencer à être à l'équilibre entre mes besoins, mais par contre, je vais avec les besoins de la maison, et par contre, j'aurai pas suffisamment d'énergie pour les recharger. Et on va être sur ce statu quo où je vais avoir une charge à 50% à peu près constante toute la journée. Et à 18h30, en fait, je rebascule en mode réseau. Et là, de 18h30 à 23h, c'est l'onduleur WKS qui recharge mes batteries. Donc là, je vous ai décrit le fonctionnement, on va dire, automne-hiver. Et puis le mode été, c'est le fonctionnement où, en fait, je peux directement, le programmateur horaire, je ne l'utilise plus. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, pour vous dire que, en fait, j'aurai deux possibilités. Soit je recharge par le secteur, soit je baisse mes besoins. Peut-être une troisième, soit j'augmente le nombre de panneaux. Alors, cette vidéo, elle est comme les autres. Elle donne des informations pour faire comprendre, en fait, qu'avant d'avoir installé un matos, avant de l'avoir vécu, de l'avoir vu tourner dans des cas de figure différents, vous imaginez un peu des scénarios. Parfois, vous êtes très près de la vérité, puis parfois, vous êtes un peu éloigné. J'avais fait un prévisionnel des instants à laquelle j'allais couper, repasser sur secteur ou pas pour recharger. Je suis toujours plus ou moins dans cette logique-là et je suis en train de réajuster les curseurs, ce qui va me permettre, par exemple, de définir
avec ma config actuelle et mon nombre de panneaux, l'heure à laquelle je vais par exemple couper et repasser sur secteur. Par exemple l'hiver, moi à 17 heures, je pourrais quasiment repasser sur l'alimentation secteur pour recharger les batteries. Et donc de 17 à 23 heures, je serai sur le mode réseau. Ma maison sera en mode réseau et puis le reste du temps en mode solaire. Par contre l'été, ça sera H24 en mode solaire plus batterie autonome. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné plus et quelques indications pour le vécu au quotidien. Alors je vais quand même répondre à une interrogation. Avec la config actuelle, que je vais récapituler, environ 10 kW crête, je dis environ, alors en fait c'est 2,4 multiplié par 4, vous ferez la multiplication, ça va être 4 x 4, 16, 9,6 kW crête, kilowatt de heure, pardon, de stockage en batterie photovoltaïque lithium, batterie lithium Pilantec US 2000, bon, je répète la référence. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs, j'ai bouffé le truc. Oui, est-ce que je pourrais être autonome avec ce stockage et avec le nombre de panneaux solaires que j'ai dans le pire des cas de figure, c'est-à-dire coupure de courant en plein hiver. Alors, je pense maintenant que je pourrais être autonome, mais alors en baissant drastiquement mon bruit de fond. Comme je vous l'ai dit, le bruit de fond de la maison est assez élevé. On est sur une tranche 400 watts quasi permanent avec une baisse à 300 la nuit par moment. En divisant par 2 le bruit de fond de la maison, ce qui est possible, hein, en jouant par exemple sur la VNC, en jouant sur certains appareils que j'ai à droite ou à gauche, je pourrais le diviser par 2. Là oui, je pourrais être, on va dire, 90% du temps sans réseau, sans avoir aucun problème. Et resterait ce 10% du temps où j'aurais besoin d'un groupe électrogène. Mais déjà au préalable, il faudrait que je baisse mon bruit de fond. Donc, est-ce qu'avec une config de matos en gros à 10 000 €, on est dans l'autonomie totale? Il manque un chouïa. Il faut envisager le truc et se dire, en période de crise, si jamais besoin est, il faut que je sois plus économe en énergie chez moi pour avoir cette autonomie, mais il y a quand même cette nécessité d'avoir ce putain de groupe électrogène, ne serait-ce qu'en centre de la France. Alors je vous dis pas si vous êtes en Belgique ou dans le nord de la France et au-delà. Donc dans vos budgets, la config idéale, voilà, je vais vous la donner. Un onduleur qui sort 4 kW, pour moi c'est suffisant pour faire de l'autonomie totale. 4,6 kW crête, c'est un peu juste, faudrait être à 6 de panneaux solaires. Et puis les batteries, c'est pas trop le problème en fait. Déjà avec 10 kW, 9,6 kWh de stockage dans des batteries lithium, vous avez de quoi faire de la bonne autonomie si vous avez la capacité de les recharger par un système de secours quand besoin est. Donc merde. Aujourd'hui c'est compliqué. Un groupe électrogène. Voilà. Donc l'installation idéale, ça serait ça. Groupe électrogène, 6 kW crête de panneaux solaires, 10 kWh de batterie lithium et un onduleur 4 kVA. Et là déjà vous êtes dans une config où vous vous dites j'ai la sécurité sociale. Alors après il y a une discussion sur les groupes électrogènes. Est-ce qu'on prend gasoil? Est-ce qu'on prend essence? Est-ce qu'on prend gaz? Tout un débat. Voilà, allez, sur ce je vous laisse. Je suis en extérieur. La fraîcheur commence à revenir. Et on va repasser de plus en plus en intérieur pour les prochaines vidéos. Allez les amis, allez-y de vos commentaires. Petite précision avant de vous quitter. Je voulais le faire en intro, je l'ai oublié, je reviens dessus. Je vous remercie tous pour l'écoute que vous avez eue de la vidéo que j'ai fait donc il y a maintenant 24 heures, je crois, ou 48 heures, sur ce fameux réseau dont je ne donnerai pas le nom. Il y a eu, comme je le prévoyais, beaucoup de pouces vers le bas, mais il y a eu aussi également beaucoup de pouces vers le haut, et là où j'ai été surpris, c'est le nombre de visionnages finalement, avec un sujet totalement hors contexte, et puis bon, avec malgré tout, il y a eu beaucoup de courtoisie, il n'y a pas eu de soucis dans les commentaires. Cette vidéo va rester en ligne très peu de temps en fait, je pense que d'ici une semaine elle sera enlevée,
parce qu'en fait, je souhaite pas que la chaîne soit polluée dans sa démarche globale par des sujets annexes, mais je souhaite quand même à un moment donné pouvoir me donner de la liberté de donner de l'information, mon point de vue aussi, sur des sujets que je vais juger importants par rapport à un contexte des choses qui vont influer, on va dire, à notre vie à tous, d'une façon directe ou non, quoi. Donc je vous remercie pour avoir écouté. J'espère que il y en a qui auront rien appris, il y en a qui auront appris beaucoup, puis il y en a qui découvriront. J'espère avoir réussi à, on va dire un peu à éveiller ceux qui n'auraient pas voulu, qui ne seraient jamais allés chercher ce sujet-là, et leur avoir donné quelques indications et quelques pistes. Donc la vidéo va rester peut-être encore une semaine. Ensuite, elle va être littéralement effacée. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je reviendrai sur ce sujet ou sur d'autres en fonction de la nécessité de l'actualité. Pour moi, c'était une nécessité absolue de vous faire connaître à certains. Alors certains m'ont dit tu nous prends en otage et tu aurais pu changer le titre. Je suis un petit filou. Effectivement, j'aurais pu faire ça. Mais je ne l'ai pas fait volontairement parce que si je vous avais mis ça, le titre d'entrée de jeu, Affaire Epstein, peut-être que j'aurais doublé le nombre de visionnages, peut-être que j'en aurais eu la moitié, mais ce qui est certain, c'est que Google aurait classé la chaîne là où j'aurais pas voulu qu'elle la classe. Et donc j'aurais eu peut-être certains traitements par la suite, alors que je veux à tout prix conserver cette chaîne en l'état. Alors des personnes me disent pourquoi tu fais pas une autre chaîne YouTube où tu vas parler de ces choses-là. Là, je vais me répéter, j'ai beaucoup d'activités. Tout cela prend beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je fais tout en one shoot quasiment, sauf quand vraiment je merde mais plein badin. Et donc gérer une chaîne, plus une deuxième, plus une troisième. En fait, actuellement, je suis sur 1, 2, 3, 4 chaînes YouTube. Alors pas spécialement pour moi parce que j'aide des associations diverses et variées. Mais bon voilà, on peut pas tout gérer et donc cette chaîne pour moi c'est à la fois quelque part une petite prise en otage, effectivement, j'aime pas le terme parce qu'il est utilisé maintenant pour tout et n'importe quoi. Mais c'est également le lieu où je suis sûr qu'il y aura un public à un moment donné qui viendra forcément avoir ce que j'ai envie de dire, même s'ils veulent pas l'écouter. Voilà, allez sur ce, je vous laisse maintenant au travail pour mettre ça en ligne.